Napoléon a-t-il, comme Hugues Capet, combattu son souverain? L'a-t-il fait mourir prisonnier dans une tour? Napoléon a-t-il agi comme les princes de la maison actuelle d'Angleterre, qui deux fois couvriront en 1715 et en 1745 les échauffourées des victimes auxquelles l'inconséquente politique des ministres anglais d'aujourd'hui ne laisse, d'après leurs propres principes actuels, d'autres qualifications que celle de sujet fédéral mourant pour le souverain légitime. La marche de Napoléon au règne suprême est toute simple, toute naturelle. Elle est unique dans l'histoire. Les circonstances même de son élévation la rendant sans égale. Je n'ai point usurpé de couronne, disait-il en jeu ou conseil d'État. Je l'ai élevé dans le ruisseau. Le peuple l'a mis sur ma tête. Qu'on respecte ses actes. Et en le élevant ainsi, Napoléon a remis la France dans la société de l'Europe, terminé les heureux, ressuscité notre caractère et nous a purgé de tous les maux de notre Christ funeste et nous en a conservé tous les biens. Je suis monté sur le trône vierge de tous les crimes de ma position, disait-il dans une autre circonstance. Est-il bien des chefs de dynastie qui puissent en dire autant? Jamais à aucune époque de l'histoire on ne vit la faveur distribuée avec autant de qualité le mérite plus indistinctement recherché et récompensé, l'argent public plus utilement employé, les arts, les sciences plus encouragés. Jamais la gloire ni le lustre de la patrie ne feront élever si haut. Je veux, nous disait-il, en jeu au Conseil d'État, que les titres des Français soient les plus beaux, les plus désirables sur la terre. Que tout Français voyageant en Europe se croit se trouve toujours chez lui. Si la liberté sembla souffrir quelque éteinte, si l'autorité sembla parfois dépasser les bornes, les circonstances les rendaient nécessaires, inévitables. Les malheurs d'aujourd'hui nous éclairons trop tard sur cette vérité. Nous rendons justice quand il n'est plus temps au courage, au jugement, à la prévoyance qui dicte-t-on alors ses efforts et ses mesures. C'est si vrai que, sous ce rapport, la chute politique de Napoléon a accru de beaucoup sa domination morale qui doute aujourd'hui que sa gloire, l'illustration de son caractère, ne gagnant infiniment par ses malheurs. À présent, si les ouvrages que je viens de parcourir me fournissant des circonstances qui sortant de ces considérations générales, elles deviendront l'objet de mon examen particulier. Du reste, ce que écrirai ne sera pas une controverse politique que je ne m'adresserai point à l'homme de parti dont l'opinion est d'avance toute dans ses intérêts et ses passions. Je ne parle qu'à l'homme foi, l'ami de la vérité, désireux de la connaître en bien encore à l'écrivain sans passion qui, dans le temps à venir, cherchera des matériaux avec impartialité. Est à eux seuls que je m'adresse. Mon témoignage à leurs yeux doit être bien supérieur à tous les témoignages anonyme est demeuré l'égal de ceux qui portent un caractère. Le premier des ouvrages qui me tomba sous la main fut l'Anti-Gallican, dont je parlerai plus bas. Mardi 19 ou vendredi 22
Nous avancions toujours avec le même vent, la même ciel et la même température. Notre navigation était des plus monotones, mais elle était fort douce. Les journées étaient longues, mais le travail les faisait passer. L'empereur me dictait désormais régulièrement ses campagnes d'Italie. Je tenais déjà plusieurs chapitres. Les jours qui avaient suivi, la première dictée avait marqué peu de ferveur, mais la régularité et la promptitude avec lesquelles je lui portais mon travail chaque matin, ses progrès, les tâcheront tout à fait, et le charme des heures qui y employées lui auront bientôt rendu nécessaire aussi. J'étais sûre que tous les jours, vers 11 heures, il me faisait appeler et semblait attendre lui-même ce moment avec impatience. Je lui disais ce qu'il avait dicté la veille. Il faisait des corrections et me dictait la suite. Cela le conduisait en un clin d'œil jusqu'à 4 heures. Il demandait alors son valet de chambre, passé bientôt après dans le salon où une partie de piquet ou d'échecs les conduisait jusqu'au dîner. L'empereur dicte très vite, presque aussi vite que la parole. Il fallut me créer une espèce d'écriture hiéroglyphique. J'écrirai à mon tour, dicté à mon fils, et j'étais assez heureux et assez prompt pour recueillir à peu près littéralement toutes les expressions de l'empereur. Je n'avais plus de moments perdus. Tous les jours, on venait me vertir qu'on était déjà à table. Heureusement, ma place était à côté de la porte, qui demeurait toujours ouverte. J'en avais changé depuis longtemps à la prière du capitaine Ross, commandant du vaisseau qui ne parlant qu'anglais. Était bien aise de pouvoir me demander quelques mots de français. J'étais venu me mettre entre lui et le grand maréchal. Le capitaine Ross est bon, doux, plein d'attention. Je fais créer l'habitude, suivant le usage de s'offrir un verre de vin, de dresser le mien à la santé de sa femme et me rendait le sien à la santé de la mienne. Ce fut depuis notre coutume journalière. Après le dîner, l'empereur ne manquait jamais de revenir sur la dictée du matin, comme jouissant de l'occupation et du plaisir que lui avait causé. Cela me fallait alors en cet instant, comme aussi toutes les fois que je l'abordais dans le jour, certaines interpellations de plaisanterie qu'il avait consacrées par leur répétition nombreuse à l'usage de cases. Il m'illustre mémorialiste, les souliers de Sainte-Hélène et plusieurs autres mots de la sorte. Puis il ajoutait maintes fois, mon cher, ces mémoires seront aussi connues que tous ceux qui les ont devancés. Faut vivre autant que tous leurs auteurs. On ne pourra jamais s'arrêter sur nos grands événements et écrire sur ma personne sans avoir recours à vous. Et reprenant la plaisanterie, il continuait avec gaieté. On dira, après tout, il devait bien le savoir. C'était son conseiller d'État, son chevalier, son compagnon fidèle. On dira, il faut bien le croire. Il ne ment pas. C'était un honnête homme. Et mille autres choses semblables. Samedi 23 août. Lundi 25. Les vents d'ouest continuaient toujours à notre grand étonnement. C'était une espèce de phénomène dans ces parages. Il nous avait très favorisés jusqu'à la mise en fait de phénomènes.
Les hasards en combinant ont bien plus extraordinaire encore. Le 23, ce jour-là, nous traversâmes la ligne par 0 de latitude, 0 de longitude et 0 de déclinaison. Circonstance que le seul hasard ne renouvellera peut-être pas dans un siècle, puisqu'il faut arriver précisément au premier méridien vers midi pour passer la ligne à cette même heure. Et tu es arrivé en même temps que le soleil. Ce fut jeu des gros joies et des grands désordres dans tout l'équipage. C'était la cérémonie que nos marins appelons le baptême et que les Anglais nomment le jeu des grandes barbes. Les matelots dont l'appareil des plus burlesques conduisant en cérémonie au pied et de l'un d'eux transformé en Neptune. Tous ceux qui n'ont point encore traversé la ligne. Là, un immense rasoir vous parcourt la barbe, préparé avec du goudron, des seaux d'eau dont on vous inonde aussitôt de toutes parts. Les gros éclats de rire dont l'équipage accompagne votre fuite, complètement l'initiation des grands mystères. Personne n'est épargné. Les officiers même sont en quelque façon plus maltraités en cette circonstance que les derniers des matelots. Nous seuls, par une grâce parfaite de l'admiral, qui jusque-là s'était plus à nous effrayer de cette terrible cérémonie, échappâmes à ces inconvénients et à ces ridicules. Nous fûmes conduits avec toutes sortes de tensions et de respect au pied du dieu grossier, dont chacun de nous reçut un compliment à sa façon. Là se voleront toutes nos épreuves. L'empereur fut scrupuleusement respecté pendant toute cette Saturnale qui, d'ordinaire, ne respecte jamais rien. Ayant appris l'usage et le management dont on usait à son égard, il ordonna qu'on distribuait son Napoléon au grotesque Neptune et à sa bande. Ce à quoi Admiral s'opposa autant par prudence peut-être que par politesse.